Si la démarche de densification des villes trouve aujourd'hui une actualité brûlante, c'est que la demande de logements nouveaux n'a jamais été aussi forte. Tout d'abord, on sait qu'à l'horizon 2030, la population française aura atteint 70 millions d'individus qui vivront pour 90% d'entre eux dans des villes. À cet accroissement naturel de la population vient s'ajouter une évolution des modes de vie, avec l'éclatement de la cellule familiale. On parle de décohabitation des générations, à laquelle vient s'ajouter de plus en plus souvent la décohabitation des couples qui multiplient les familles recomposées. Et ces phénomènes font littéralement exploser la demande de logements supplémentaires. En moyenne, la surface de logement par individu a doublé en une génération. À cette marée démographique, il faut ajouter les nouvelles dispositions réglementaires qui visent à enrayer la consommation irraisonnée de terrains agricoles. En l'espace de quelques décennies, on a consommé pour l'habitat et l'activité plus de terrains fertiles que dans les 200 ans qui ont précédé. Il est donc impératif de freiner cette colonisation qui, à terme, pourrait gravement pénaliser les générations futures. C'est donc bien dans les bourgs et dans les villes qu'il faudra implanter les nouveaux logements. Bien, qu'est-ce que la densité? C'est très simple. Pour calculer l'indice de densité d'un quartier, par exemple, on compte le nombre d'habitants par hectare. Et comme les gens ne vivent pas à même le sol, on comptabilise les surfaces de plancher qu'ils vont occuper. Et comme ces surfaces sont aussi des volumes, nous devons prendre en compte la hauteur des bâtiments, c'est-à-dire le nombre de planchers superposés. Reste à mesurer l'emprise au sol des édifices et on est en mesure de calculer la densité objective d'un lieu. Mais bon, dans la réalité, on peut aussi considérer que cette notion de densité est tout de même un peu plus complexe. Petit exemple, dans ces deux quartiers, où trouve-t-on, à votre avis, la plus forte densité de population? Dans le grand ensemble ou dans ce quartier de centre-ville? Ici, et oui, si on prend un peu de hauteur, on voit que ce sont les quartiers de type haussmannien qui présentent aujourd'hui, et de loin, les plus forts taux de densité urbaine. Parce qu'ils s'inscrivent dans un maillage de construction très serré, là où les grands ensembles sont la plupart du temps implantés dans de vastes parcs. La notion de densité est donc bien une question de perception subjective, plutôt qu'un simple calcul mathématique. Dans la réalité, on a souvent tendance à penser que la ville dans laquelle on vit a toujours eu le visage qu'on lui connaît. Et du coup, on crie au sacrilège dès qu'on prétend toucher à la moindre de ses pierres ou au moindre de ses arbres. Pourtant, il suffit de creuser un peu pour trouver presque partout des vestiges de ce qu'elle a été au siècle précédent, au Moyen-Âge et jusqu'à l'époque antique. En fait, les villes se sont toujours construites, déconstruites et reconstruites sur elles-mêmes, sans discontinuer, chaque génération apportant sa pierre, testant de nouveaux matériaux ou de nouvelles techniques de construction, imaginant des extensions ou des transformations pour donner un abri à ses descendants, construisant pour réparer des dégâts causés par le temps ou les guerres, ou tout simplement pour répondre à l'afflux de populations nouvelles. Et comme les terres de la France agricole étaient vitales, donc précieuses, l'habitat se concentrait dans le seul périmètre urbain du village ou de la ville. Et cette logique s'est perpétuée pendant près de 2 millénaires. Autant dire que la démarche de densification des villes n'est pas un phénomène nouveau. Et c'est bien cette réinvention permanente qui a fini par produire les formes urbaines que nous connaissons aujourd'hui et sur lesquelles nous sommes donc invités à réinventer à notre tour les modes de vie de demain.
Ce qui est sûr, c'est qu'une opération de densification, où qu'elle se situe, va changer la vie de ceux qui en profiteront, mais aussi de ceux qui la vivront de l'extérieur. Le raisonnement pourrait donc être très simple. Quitte à changer, autant se donner toutes les chances de changer en mieux, pour rendre le quartier plus attractif, plus nature, moins bruyant, moins pollué, plus fluide, mieux connecté, mieux équipé, plus durable, évolutif. Les nouvelles orientations de l'aménagement du territoire associées au progrès de l'architecture contemporaine permettent aujourd'hui de tenir ce genre de promesses. Le temps où l'on pouvait construire à la chaîne des équipements formatés ne répondant qu'aux seuls critères économiques est aujourd'hui largement dépassé. Aujourd'hui, on sait construire sans bouleverser, sur une friche industrielle ou militaire dont on conservera l'image patrimoniale. Dans les dents creuses, sur les toits des immeubles, ou en ajoutant des extensions à des volumes existants. On peut aussi, et c'est une pratique de plus en plus courante, vendre une partie de son terrain pour y installer de nouveaux logements pour ses parents ou ses enfants. Bref, composer le plus intelligemment possible avec l'existant. Si la seule constante d'un projet de densification reste la nécessité d'accueillir plus de monde dans un espace donné, les moyens d'y parvenir sont innombrables. Alors, comment être sûr de trouver les meilleures solutions? Qui propose? Qui choisit? Qui décide? Eh bien, c'est très simple. Comme il y a beaucoup plus d'idées dans 100 têtes que dans une seule, il faut, dès le départ, composer une palette d'acteurs capables, à eux tous, de faire le tour du problème. Ceux qui pensent la ville, élus et techniciens municipaux, avec l'aide de chercheurs, et bien sûr de spécialistes de l'ingénierie territoriale, comme le CAUE. Ceux qui la dessinent, architectes, urbanistes, paysagistes. Ceux qui la fabriquent, promoteurs, constructeurs, artisans. Et ceux qui la vivent, c'est-à-dire bien sûr ses habitants et ses usagers. Il ne reste dès lors qu'à installer tous ces protagonistes autour d'une même table pour que chacun prenne connaissance des idées et des préoccupations de l'autre, que les points de vue se croisent et s'enrichissent mutuellement. Après avoir réuni les acteurs du processus de projet, le CAUE les invite à dialoguer, à parler le même langage, en participant, entre autres, à des promenades urbaines, visites de quartiers où chacun est invité à observer, comprendre ce qui fait la singularité du lieu, apprécier ses atouts, ses faiblesses et pourquoi pas rêver, imaginer les aménagements qui pourraient l'embellir ou le rendre plus agréable à vivre. Et comme chaque quartier a sa propre histoire, sa géographie, son patrimoine, ses zones d'ombre et de lumière, les idées et les envies foisonnent au gré des regards de chacun. Là encore, autour d'une même table, cette expérience collective produit des échanges d'autant plus fructueux qu'ils croisent toutes les sensibilités, toutes les expériences, tous les savoir-faire. Le projet peut commencer à se dessiner.